Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre nouvelle capsule comics, le format où on feuillette les nouveautés. Et cette semaine, ou plutôt dans cette émission, on va feuilleter Supergirl, le tome 1, le Supergirl de Sophie Campbell. J'essaye de le mettre droit, voilà. Avec, disons-le tout de suite, avec cette couverture qui va pas du tout. C'est-à-dire que je sais pas ce qui est passé par la tête de Urban Comics, enfin je sais, mais je trouve ça tellement dommage. Alors, c'est une couverture hein, officielle du Supergirl de Sophie Campbell. Il n'y a pas de problème. Hein, c'est pas une illustration trouvée là, quelque part, parmi l'ensemble des illustrations. Mais le problème, c'est que c'est une variante cover du numéro 2, si je me souviens bien d'ailleurs, de la série. Et c'est pas du tout représentatif de ce qu'on va trouver à l'intérieur. Pourquoi? Bah, dans le style graphique, c'est pas du tout ça. Et puis, on a ce personnage en couverture avec cette mine boudeuse, ce côté sexualisé avec ce ventre à l'air, cette mini-jupe. En même temps, un côté revendicatif, ouais, je sais plus où foutre ma main, voilà. Avec ses poings serrés, là, genre, je vais aller me bastonner. Bon, bah non, c'est pas du tout représentatif de ce que l'on a à l'intérieur, et c'est bien, bien dommage, parce que le style qui est à l'intérieur, c'est plus ce style-là. Voilà, c'est plus ça, le style de Sophie Campbell. Et donc, vous imaginez bien que d'entrée de jeu, on a un souci, c'est que bah, le lecteur qui se laisserait tenter par cette couverture en se disant je vais avoir une héroïne badass qui va bastonner des gros monstres, et ben elle tombe, enfin le lecteur va tomber sur ça. Et donc évidemment, bah, il y a de fortes chances qu'il y ait une espèce de rejet. Alors c'est bien dommage ce rejet. Puis alors il aime bien Urban Comics parce que vous voyez ils l'ont foutu, ils l'ont foutu même en intertitre, donc c'est bon voilà. Non le style c'est plus ça, hein, d'accord. Bien. Alors vous allez me dire, bah ouais, mais ça a quand même l'air un peu enfantin ton truc. C'est ce que j'ai lu un petit peu partout et c'est ce que dit même mon ami Doupe dans ses chroniques, ses critiques doupiennes. Alors, oui, il y a un aspect enfantin, ça on va pas se mentir. Cependant, c'est loin d'être enfantin et c'est loin d'être mièvre et c'est loin d'être con. Voilà. Moi, je trouve qu'au contraire, Sophie Campbell, elle fait un truc qui a l'air comme ça, un peu léger. Moi, j'aurais tendance à dire charmant. Voilà, c'est le terme que j'utilise pour désigner le style de Campbell dans cet album. Je trouve qu'elle a un style charmant et pétillant, certes assez jeune, mais elle fait quelque chose que j'aime beaucoup, c'est qu'elle écrit une histoire d'aujourd'hui, donc ça parlera, je pense, à toutes les adolescentes, mais en n'oubliant jamais d'où elle vient et d'où vient Supergirl, c'est en faisant d'innombrables références aux comics des années 60-70, voire 80. Et ça, je trouve que c'est plutôt réussi dans cette série. C'est-à-dire que vous pouvez très bien le lire sans avoir aucune référence. Ça peut être votre premier album de Supergirl sans aucun problème. Mais si, comme moi, vous avez lu la Supergirl, comment dire, d'il y a plusieurs dizaines d'années, et ben vous allez retrouver des clins d'œil, vous allez retrouver des petits ah tiens elle fait référence à ça, ah tiens ce truc là c'est probablement une référence au Silver Age. Et oui, quand on commence à fouiller on se rend compte que bah ouais c'est bien une référence au Silver Age. J'en reparlerai tout à l'heure. L'histoire, très rapidement, vous avez Supergirl qui... alors c'est une espèce, c'est pas un reboot, mais on repart à zéro en quelque sorte. Elle déménage à Midvale, qui est sa ville natale, entre guillemets, puisque bah, elle vient de Krypton, hein, je vous refais pas l'origine de Supergirl. Et à Midvale, elle veut se réinstaller avec ses parents adoptifs, sauf que ben, elle découvre que une autre Supergirl a pris sa place. Et mais qui est donc cette Supergirl? Pourquoi cette Supergirl veut-elle à tout prix bah, défoncer la vraie Supergirl? Et ben c'est les réponses que les réponses auxquelles que devra oh là là, putain je suis fatigué, que devra trouver Kara Zor-El. Donc c'est moi j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé, contrairement à l'ami Doupe. Et je voulais faire cette vidéo pour qu'il y ait une espèce de contrepoint à la vie de Doupe aussi. C'est aussi l'avantage, hein, on nous dit de temps en temps, bah oui, vous n'êtes pas toujours d'accord. Bah non, on n'est pas toujours d'accord. Je vous invite à aller regarder sa critique doupienne. Et puis à rester évidemment écouter mon avis. C'est les 6 premiers épisodes qui sont réunis ici. Et moi, je serai sur le tome 2 parce que je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Et en termes de dessin, de temps en temps, Sophie Campbell est secondée par d'autres dessinateurs qui font aussi très bien le job. Exemple, voilà. On en reparle, on le feuillette, et puis je vais pouvoir le commenter avec vous. Mais moi, ça a été une très très bonne lecture et une très très bonne surprise. Très sincèrement, avec l'avis de Double, je m'attendais à détester.
Et j'ai été super étonné. Je lui ai même envoyé un SMS en lui disant: «Mais comment ça se fait que t'as pas aimé?» Mais il s'en explique très bien dans ses critiques de Doop et c'est vrai qu'il a des arguments pour dire en quoi cette série ne lui a pas plu. Allez, on le feuillette ensemble et puis, j'espère que ça vous convaincra au moins de lui donner sa chance. À tout de suite. Bien, allez, on se retrouve pour feuilleter ensemble ce Supergirl de Sophie Campbell, format habituel dans la collection Prime. Toujours le dos blanc, hein, caractéristique de cette période. Deux tomes de prévus pour l'instant. On a un tome 2 à paraître. J'espère qu'il paraîtra. Sincèrement, j'ai très peur en fait sur les résultats de vente de cet album à cause de cette cover. À la fois à cause de la couverture qui ne correspond pas au dessin, comme vous allez pouvoir vraiment le voir là, parce qu'on va le feuilleter ensemble. Et en même temps, à cause peut-être du genre de dessin qui pourrait vous repousser, parce que vous allez peut-être vous dire que c'est pour des enfants, alors que je trouve personnellement que oui, le style, comme je l'ai dit en intro, est charmant, et fait très enfantin, mais on aurait tort de croire qu'il s'agit d'un comics pour les enfants uniquement. Alors c'est évidemment tout à fait lisible par les enfants. Alors on démarre cette aventure, on la démarre à Metropolis, avec un énième affrontement entre Kara-Zor-El et comment dire, un super vilain. Là c'est un super vilain d'un genre nouveau, c'est Princess Shark, donc la fille du super vilain, comment dire, j'ai oublié son nom d'ailleurs, euh, qui, qui affronte, il y a un affrontement entre les deux, mais cet affrontement ne dure pas bien longtemps. Alors, il y a un truc, par exemple, vous voyez, est-ce que ça a été traduit? Ah non, tiens, c'est marrant ça. J'en profite pour voir si... Ah ouais, il y avait quelque chose dans ce bloc-ci en VO qui rappelait la VF, The Daring Adventures of Supergirl. Je vois que ça n'a pas été. Alors, je parcours très rapidement là en même temps que je vous parle, donc c'est pas forcément évident, mais ouais, non, a priori non. Bref, comme d'habitude, hein, la forteresse de solitude, Candor, son chat éclair qui est avec elle. On est sur un truc tout à fait classique. Et là, d'entrée de jeu, vous voyez par exemple lui là, Lar-On, eh ben, c'est un personnage de l'âge d'argent. Voilà, on est sur un personnage qui est connu des lecteurs de l'âge d'argent. Elle veut aller, à un moment donné, Supergirl veut aller dans Kandor, elle va utiliser son anneau rouge de Norcan. C'est une référence à un épisode des années 60 ou 70, je ne l'ai plus forcément en tête, mais c'est vraiment une référence. C'est-à-dire que ça n'a pas été inventé pour cet album. C'est comment dire, Sophie Campbell qui fait un clin d'œil à des épisodes bien plus vieux. Et alors, il y en a plein, hein, des comme ça dans cet épisode. Là, vous voyez, ce personnage-ci, c'est un personnage qui va avoir une énorme importance comment dire, dans l'aventure, et parce qu'on va la retrouver un petit peu plus tard. Et c'est un personnage qui apparaît dans encore une fois, dans le Silver Age. Bon, en fait, à un moment donné, pour démarrer cette série, on décide Kara Zor-El va décider en fait de se rendre à Midvale, qui est la ville dans laquelle elle officiait encore une fois, dans les années 60 ou 70. Et pour se différencier, pour passer inaperçu, vous savez que Clark, il a ses lunettes, elle aussi, mais elle a un peigne qui permet de changer la couleur de ses cheveux. J'en rêve. Enfin, je rêve déjà d'avoir des cheveux, vous voyez. Donc elle arrive à Midvale. Bon, Midvale, la ville de Supergirl, super, parce que là, on se dit déjà, tiens, il y a un truc qui est un peu bizarre, c'est pas tout à fait la Supergirl que l'on connaît, c'est un peu bizarre. Et puis, elle se rend chez ses parents adoptifs. Et puis, déjà, tous ses vêtements comment dire, ont été jetés. Bon, c'est un peu bizarre qu'on célèbre, en plus qu'on célèbre Supergirl dans cette ville à ce point. Elle trouve ça un petit peu étonnant. Et en fait, elle va vite comprendre d'où vient le problème, parce qu'il y a une autre Supergirl en ville. Voilà, cette deuxième Supergirl, un peu plus gironde, hein, dirons-nous. Je pense que c'est un ajout de Sophie Campbell, parce que Sophie Campbell, rappelez-vous, elle avait notamment dessiné une série qui s'appelait Glory, où c'était un personnage très en rondeur comme ça, et c'est pas très surprenant finalement de jouer sur ce contraste. Et elle lui balance en fait un truc là qui va modifier carrément la partie atomique de son costume, pour comment dire, la transformer en
P pour plagiat, c'est-à-dire que plagiat girl. Et voilà, donc on a un début en fait un peu étonnant. Alors, à nouveau allusion aux années 60, c'est que ici, à l'époque, en fait, Kara Zor-El, elle avait des robots à son effigie pour justifier le fait que, pour cacher son existence, pour cacher sa double identité. Et donc, elle cachait les robots dans des troncs d'arbres. Et ben, vous voyez, Sophie Campbell a récupéré l'idée, sauf qu'elle planque ici ses vêtements dans ce tronc d'arbre. Donc, vous voyez, on est dans un comics écrit pour la génération actuelle. C'est fun, c'est pétillant, c'est bon, je vous lis pas les dialogues, mais c'est plutôt bien foutu. Et en même temps, c'est plein de clins d'œil aux années 60-70 qui sont pas indispensables. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de les connaître, ces clins d'œil, vous n'êtes pas obligé de savoir à quoi ça fait référence. Mais quand on les connaît, c'est un vrai plaisir. On se dit, ah ouais, elle fait référence à ça, c'est cool. Il y a un autre truc qu'elle fait bien et qu'on ne fait plus dans les comics aujourd'hui, c'est les bulles de pensée. Ça se fait plus. Cherchez dans un comics récent, vous verrez, il y en a quasiment plus. Eh ben, elle réanime, Sophie Campbell, elle rétablit les comics de pensée, les bulles de pensée. Et moi, je trouve ça plutôt pas mal. Ça m'a fait un bien fou de les retrouver. Parce que je suis en train de lire des vieux X-Men là, en ce moment, et je me disais, mais en fait, c'était vachement cool ces bulles de pensée qui permettent de savoir ce que pense le personnage lors d'une discussion. Et en fait, ça a quasiment totalement disparu des comics modernes. Ben là, elle les réintroduit. Et puis, elle découvre cette dernière page que même ses parents adoptifs, eh bien, il y a une Linda Danvers en ville qui n'est pas celle que l'on croit, et donc bah, ça pose un grave problème. Alors, bon, c'est un schéma assez... Vous voyez, on se retrouve avec ces côtés très loufoques des années 60 que vous avez pu découvrir dans le Superman qui est sorti, là, le très très grand format, qui vous proposait des trucs, des histoires à dormir debout du Silver Age. Et ben là, on y est. Sauf que c'est réactualisé au goût du jour avec des dessins d'aujourd'hui. Et je trouve que c'est particulièrement bien fait. Enfin, moi, j'aime beaucoup la façon dont c'est amené. Alors, dans l'épisode 2, on va avoir une explication du pourquoi, du comment. C'est que, en fait, c'est une autre jeune femme qui a pris sa place parce que, qui s'appelle. Alors, comment elle s'appelle? C'est Candy? Non, je sais plus. C'est Candy. Je pense que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Euh, Non, Candy, c'est son lapin, pardon. Voilà, je confonds. Euh, Ça serait bien que je trouve son nom parce que ça me permettrait d'éviter de l'appeler l'autre pendant tout l'épisode. Ça serait sympa. C'est Lesla Lar, voilà, qui est un personnage qui apparaît, hein, pareil, dans des vieux épisodes de Supergirl. Lesla Lar, en fait, elle est jalouse de Supergirl. Elle voudrait en fait avoir cette célébrité, et donc elle décide tout simplement, avec son lapin Candy, de se rendre à Midvale et de prendre la place de Supergirl, grâce notamment à un super cosmétique qui permet de changer son visage et de prendre une autre apparence. Elle va devenir Supergirl. En quelques jours, elle devient Supergirl. Elle jette les vieux vêtements de la Supergirl. Je postillonne sur mon bouquin. Elle aide à attraper les chats dans les arbres. Elle aide son lapin, vous voyez, aide même les petites vieilles. Et puis, comme il lui faut des exploits un peu plus importants, elle provoque elle-même des catastrophes pour devenir la solution, un peu le principe du pompier pyromane. Et donc, quand elle est confrontée à la vraie Kara, eh bien, ce qu'elle fait, c'est qu'elle lâche Titano, encore une fois une référence, qui devient une Titano, c'est ce tout petit gorille qui devient énorme et qui commence à tout casser autour de lui. Et donc, bah, ça va être l'occasion pour les deux Supergirl d'essayer de sauver le truc, sauf que notre Supergirl à nous comprend pas trop bien, parce qu'à ce moment-là, elle a pas pigé tout ça, elle comprend pas trop bien pourquoi l'autre réagit de cette façon-là. Elle est équipée, hein, vous voyez, d'une espèce de zapette là, qui lui permet de modifier des choses, de transformer les gens, et de transformer notamment Titano en une horrible créature. Sauf que Supergirl est un petit peu plus maligne, et que notre Lesla, Lar, va être repérée, et la population va se rendre compte de la supercherie. Et là, ce que va proposer Supergirl, elle va pas taper Lesla Lar, elle va décider de jouer la carte de la bienveillance, de la compassion. Et c'est quelque chose aussi qu'on va avoir dans cette série, c'est que c'est pas une série qui fait la promotion de la baston, de la violence, c'est une série au contraire qui essaye d'expliquer que on peut peut-être aider les autres en étant sympathique avec eux.
Alors vous me direz, bah oui, c'est mièvre. Peut-être, vous considérez ça peut-être que c'est mièvre, mais je pense qu'il y a déjà suffisamment de violence et de méchanceté dans ce monde qu'il n'y a peut-être pas forcément besoin d'en rajouter. Et que c'est plutôt pas mal d'avoir des personnages comme ça féminins assez positifs. Euh, Va se poser ensuite la question de la tenue et puis de comment Supergirl va s'installer en fait dans cette ville. C'est là qu'arrive en fait Lena Luthor, qui est en fait la fille de Lex Luthor, hybride oh, j'ai oublié avec Brainiac, ouais, je cherchais ce nom. Et donc, Lena Luthor va s'installer avec Supergirl, toujours à Midvale. Hein. Lena Luthor a un pavillon à Midvale, tout va bien. Et donc, elle va chercher à comprendre comment faire pour réparer le costume, parce que ce qu'a fait Lesla, c'est qu'avec cette espèce de zapette là, elle a carrément transformé à un niveau subatomique le costume. Et donc il va falloir réparer ce costume. Bon, mais notre Lesla n'est pas tout à fait enclenchée sur le bon chemin de la force, si je puis me permettre. Elle reste quand même une antagoniste et elle est en train de préparer un sale coup avec de la kryptonite noire. Encore une fois, on est dans un trope des années 60-70, cette époque où dans Superman, vous aviez de la kryptonite de différentes couleurs qui transformait Superman en comment dire, en quelque chose de souvent assez loufoque, le Superman à tête de tigre, etc., etc. Et puis sur cette fin d'épisode, on a Lena qui aide Kara à comment dire, à se trouver un nouveau costume. Et là, c'est l'occasion d'un moment assez rigolo où en fait, elle va essayer plein de costumes avec des références évidemment à d'autres époques. Ceux qui ont lu Crisis, par exemple, ça va forcément leur parler. Et c'est, je trouve, assez bien foutu. Et pendant ce temps, en parallèle, vous avez Lesla qui, elle, se prépare, elle aussi, un nouveau costume. Et donc, il va y avoir fatalement confrontation entre les deux. Voilà. Bon, troisième épisode, rien que la couverture annonce la couleur. On va avoir droit à un poncif du comics de super-héros, qui est la version maléfique, la version négative du super-héros. Bah oui, parce que Lesla va entre guillemets, tenter à nouveau d'affronter Supergirl en lui propulsant de la kryptonite noire, et elle devient Satan Girl. Et même, vous voyez, c'est pas Crypto, j'ai oublié comment il s'appelle, mais elle a un chien, comment dire, Kara Zor-El. Euh, on l'aperçoit ici, parce que non seulement elle a un chat, mais elle a aussi un chien. Le chat c'est Éclair, mais j'ai oublié le nom j'ai oublié le nom de son chien. Satan Girl, bon j'adore le look hein, de Satan Girl, je trouve ça super bien réussi, avec ce S là sur la poitrine complètement tremblé. Et donc le problème de Satan Girl, c'est que Lesla en fait n'imaginait pas qu'elle allait devenir aussi mauvaise, parce qu'elle fait des choses vraiment très répréhensibles. Avec son super souffle, elle balance de la crème du gâteau sur les pauvres enfants. Vous avez son chien qui pisse sur les moteurs, qui fait fondre les moteurs. Elle graffite les murs avec ses rayons laser. Vraiment, c'est juste pas possible. Hein. Bon, vous voyez, on est sur un ton très très léger. Hein. On n'est pas dans des aventures qui sont des aventures avec des conflits énormes. Ça reste très centré sur Midvale. Mais en même temps, c'est plutôt bien fait. C'est toujours fait en respectant, je trouve, à la fois l'ancienne époque, et c'est fait de manière moderne en même temps. Et je trouve que c'est vraiment réussi. Je continue, et au final, nous avons bah si, en fait, c'était Crypto, je dis une connerie. Ouais, ouais, finalement, parce que je le vois avec son S, là, j'étais persuadé que c'était un autre chien. Bon, bref. Évidemment, elle va retrouver son vrai costume de Supergirl, parce que c'est ce qu'il a défini, elle est définie par son costume. Et là, il y a un moment sympa dans l'histoire, c'est que vous voyez, on pense, je vous l'ai mal amené, hein, on pense qu'elle va foutre une énorme mandale à Leslar, et non, en fait, elle lui fait un câlin en lui disant ça va aller. Et ben moi, je trouve que c'est pas souvent qu'on voit ça dans les comics. Et c'est une vraie lettre d'intention de la part de Sophie Campbell. C'est effectivement de dire, ben voilà, il y a peut-être d'autres solutions que se foutre des pains dans la gueule pour régler les problèmes. Et elle lui dit les choses, vous voyez, ça va aller, mais il faut que les choses changent. Et à un moment donné, elle le dit même, je crois, mais pourquoi tu m'as pas demandé ce dont tu avais besoin, j'aurais pu t'aider, plutôt que d'aller tout de suite chercher la violence et la confrontation. Euh, ouais, c'est pas mal, j'aime bien cette idée. Il y a aussi, hein, vous aurez remarqué dans le costume, j'en ai pas parlé, mais on est sur un costume chez
chez Kara Zor-El, qui est un costume, bon certes elle a un short assez court, mais qui n'est pas hyper sexualisé, contrairement à Lesla, où elle, on est toute poitrine dehors, etc., etc. Il y a vraiment une opposition de style assez importante. Et puis à la fin de cet épisode où tout semble réglé, on est déjà à la fin du deuxième, eh bien vous avez les parents de Lesla qui arrivent, des Kryptoniens de Kandor, hein, qui déboulent en mode bon écoute t'as trop fait la conne, là il va falloir que tu sois jugé et vous Supergirl, vous aussi vous serez jugé parce que vous avez eu une influence néfaste sur notre fille, vous passerez en jugement. Bam, les voilà au début de l'épisode 3 en jugement et là Kara Zor-El va plutôt bien jouer le coup puisqu'elle va réussir à convaincre le tribunal, qui est composé des parents de Lesla, de lui confier Lesla en mode cette jeune femme a fait des conneries, mais il y a peut-être possibilité qu'elle trouve la rédemption, de la réhabiliter, si elle est entourée des bonnes personnes, si on s'occupe d'elle, si on lui montre comment faire. Et donc c'est assez chouette, je trouve, cette idée de se dire, certains d'entre vous diront que c'est mièvre, c'est pas le problème. Mais de dire, bah voilà, c'est cette personne qui prenait le mauvais chemin, il y a peut-être moyen de le ramener sur le bon chemin, de la réinsérer dans cette société en lui montrant comment faire. Mine de rien, c'est assez politique comme concept. Et donc, au lieu d'être cette Supergirl bis, elle va décider de devenir Luminary et elle accepte en fait d'être entre guillemets l'élève, le sidekick de Supergirl. Donc, en fait, on voit que petit à petit, on va avoir un trio qui se compose uniquement de filles, entre Lena, Leslar et Linda, enfin, Kara Zor-El. Bon, alors c'est pas le tout, mais il y a un moment donné, il faut bien faire la fête et il faut aller en boîte, quoi. Donc, elles vont aller en boîte gothique, déguisées en gothique, évidemment. Et en boîte, qu'est-ce qu'on va trouver? La boîte, c'est le Masquerade, la boîte gothique de Midvale. Vous ne connaissiez pas? Eh bien là, je trouve en plus que les dessins de Sophie Campbell s'améliorent au fur et à mesure. Autant au début, je suis assez d'accord avec Doop dans sa critique quand il explique que les dessins sont un peu moyens au début. Voilà, effectivement, je trouve que ça manque d'un quelque chose. Et arrivé vers la moitié de l'album, j'ai l'impression que Sophie Campbell se cale bien. Moi, c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai commencé à me dire ah ouais, mais c'est pas mal les dessins en fait. Et c'est l'épisode de la boîte, moi, de la boîte gothique qui m'a bien plu. Donc en fait, dans cette boîte gothique, il va y avoir des éléments assez importants parce que il va y avoir le mec qui tente de draguer des meufs, mais en fait, c'est pas qu'il tente, il est lourd et il essaye en fait tout simplement de les foutre dans son lit, mine de rien. Donc elles vont clairement lui expliquer, nos trois copines vont clairement lui expliquer que non, ça se fait pas. Bon, évidemment, Lesla, elle est pas tellement subtile, donc elle manque de lui péter le bras. Et puis, il y a un love interest qui va apparaître. On n'y reviendra pas parce qu'on le reverra pas, mais je pense que ça sera dans le tome 2 qu'on le reverra un petit peu plus loin. Et puis, en voulant bien faire, Leslar, en fait, elle utilise sa super substance kandorienne pour frapper ce type, en fait, qui est une espèce de... Bon, c'est un vieux... Enfin, il est même pas vieux, mais c'est un mec qui veut se foutre les filles dans son lit, quoi, en essayant de se faire passer pour ce qu'il n'est pas. Sauf qu'elle le contamine un peu à la façon Venom avec cette super substance, et donc elle le transforme en réalité en ce qu'il est, c'est-à-dire un monstre. Hein. Voilà, un monstre imbu de lui-même, et donc nos trois super-héroïnes vont se retrouver face à lui. Et donc, vous voyez cette jeune fille-là qui est apparue dans cet épisode, elle va aussi jouer un rôle important, parce que c'est juste un petit peu plus loin, les filles vont découvrir qu'elles possèdent un pouvoir particulier. Voilà, c'est Leslar qui va lui dire. Elle s'appelle Luna, il n'y a que des L. Hein. Et voilà, et Leslar soupçonne qu'elle possède des pouvoirs psioniques, et ça va devenir un personnage régulier dans les épisodes qui viennent. À la fin, dans une tradition très film d'horreur, il reste un petit bout de la super substance qui passe dans ce petit chaton tout mignon. Et évidemment, ça nous amène à l'épisode Une équipe au poil, l'épisode Chaton et animaux domestiques, qui n'est pas dessiné par Sophie Campbell, mais par Paulina Galuccio et par Rosie Campe. Je ne sais pas si on dit Campe. Donc les dessins sont un tout petit peu différents, mais restent totalement dans le style. Donc là, c'est l'épisode animaux domestiques. Hein. Si vous aimez les animaux domestiques, là, c'est pour vous. Puisque, en fait, nous avons des animaux domestiques. Enfin, le chaton a été contaminé. Et ça va être intéressant parce qu'on va suivre pendant un temps Crypto et Campy, le
le super lapin. Il y a des fois, je me dis, mais c'est bizarre quand même ce que je raconte. Et ce qui est amusant ici dans cet épisode, c'est la relation qu'il y a entre les deux. C'est-à-dire Campy, il est très très méfiant. Et il se dit, ouais, mais est-ce que c'était mon adversaire au début de l'album, est-ce que je peux devenir copain avec lui? Alors on sent qu'il a envie, mais il n'ose pas trop. Et ils vont devoir affronter Princess Shark, rappelez-vous, celle que l'on avait vue dans le premier épisode, au tout début du premier épisode. J'espère que oui, c'est bien elle, Princess Shark. Ouais, c'est ça, c'est Princess Shark. J'ai cru que c'était sa fille. Et évidemment, Princess Shark, elle est accompagnée de quoi? De son requin volant. Ça devient n'importe quoi. Mais j'adore, c'est fun, quoi. Enfin, qu'est-ce que c'est bon aussi de lire des épisodes comme ça qui se prennent pas tout à fait au sérieux. Puis je vous rassure, c'est juste le temps d'un épisode. Ça va pas être toute la série qui va être comme ça. Et puis, comment dire, ça va aboutir au fait que notre lapin et notre chien vont collaborer et vont réussir à repousser cette menace. Et puis, bah, ils décident de gambader ensemble, de se faire des amis. Vous aurez remarqué, hein, ce monsieur qui était probablement de la fourrière, qui s'apprêtait à attraper le chien errant. Bon, bah, il est sauvé, comment dire, ce chien errant est sauvé par nos amis. Et puis, bah, les copines finissent par récupérer leurs animaux domestiques. Deuxième partie de l'épisode, probablement dessinée cette fois-ci par Rosie Campeux. On a Titano et Éclair qui, eux, vont vivre une aventure de leur côté, toujours à base de la super substance. Bon, bah c'est encore une fois un épisode un peu délirant qui, je vous rassure, finit bien et permet de lancer le dernier épisode, puisque à la fin, en fait, tout ce petit monde, tous nos amis se réunissent, et puis Kara Zor-El s'écroule au sol, on ne sait pas pourquoi. Ça nous amène sur le dernier épisode et sixième épisode de cette saga, scénarisé encore une fois par Sophie Campbell, et elle va être aidée dans cet épisode par Rosie Campeux au dessin. Et on découvre que Kara est dans un endroit un peu étonnant qu'elle ne connaît pas. Endroit étonnant qui est... On ne sait pas en fait tout à fait ce que c'est, et elle se réveille, et c'est le soir d'Halloween. Alors moi je trouve que là par exemple les dessins sont nettement mieux, ça s'est amélioré, et cet épisode va être l'occasion d'abord d'apporter une petite tonalité horrifique. Ça me fait aussi penser un petit peu à ce qui s'était passé avec Archie. Vous savez, les épisodes un peu Halloween, un peu horreur de Archie, je trouve qu'il y a un petit peu ce côté-là. Et puis, ben, en fait, Kara Zor-El va être confrontée à des versions négatives d'elle-même. On en a eu une dans cette série, mais il y en a eu d'autres par le passé. Hein, rappelez-vous cette série avec les Red Lanterns, ça avait été publié chez Urban. Hein. Et donc, Kara fait de très très sales rêves, tout simplement parce qu'elle se retrouve dans l'univers de Night Flame, qui est une version maléfique de Kara Zor-El. Et ça va être l'occasion pour Kara en fait, de s'interroger justement sur ses mauvais côtés. Est-ce que en fait il faut laisser, décidément c'est le printemps, on commence à récupérer des petits bouts de plantes. Et en fait elle s'interroge, bon alors les lecteurs hein, verront là, les vieux lecteurs de DC verront là des allusions au passé de Supergirl, encore une fois ici. Hein. Ce qui est intéressant c'est que dans cet épisode, Sophie Campbell elle fait un peu l'inventaire et elle explique en fait que bah oui on a tous nos mauvais côtés et que ben, il ne faut pas se laisser submerger par ça. C'est-à-dire qu'il faut lutter contre la dépression. C'est un épisode qui parle de la dépression sous couvert de raconter une fantaisie. Et Kara Zor-El va tout simplement se débarrasser de ce mauvais côté, de ses mauvais côtés, de sa culpabilité. Et évidemment, une fois qu'on a exorcisé ces démons, ça va beaucoup mieux. Et il est temps d'aller chercher des bonbons. Youpi les filles, on y va. Voilà, suite dans le tome 2. Bon, vous avez vu, c'est effectivement léger, c'est effectivement charmant. Moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment pris, encore une fois, pas mal de plaisir à lire cette série, qui nous change des sempiternels méga bastons entre mecs bodybuildés. Moi, je trouve que ça fait du bien. J'ai eu l'occasion de l'essayer, hein, d'essayer cette série sur mes filles, parce que j'en ai une qui a 17, une autre 15 et une autre 12. Et ça marche, quoi. Enfin, je veux dire, ça leur parle, ça leur plaît. Alors vous allez me dire, oui, c'est des filles. Bon, ok. Mais moi, je suis un mec de 49 ans et je l'ai lu et ça me plaît aussi, cette saga. Donc, vraiment, ça a été la grosse surprise. Je vous conseille soit de le tenter pour vous-même, et puis, s'il vous plaît pas, eh ben, vous le refilez à une adolescente dans votre famille qui sera très contente, je pense, de pouvoir lire du Supergirl, puisque bah, très bientôt, on va entendre parler de Supergirl pas mal de fois. Euh,
Mais c'est vraiment, je trouve, une chance qu'on ait ce type d'épisode. Moi, j'aurais jamais cru qu'Urban se serait lancé là-dedans. J'avais lu les 2 premiers en VO et je pensais pas qu'Urban aurait aurait tenté le coup. J'espère que ça va marcher. En tout cas, suffisamment pour qu'on ait au moins le tome 2 parce que c'est une série qui est vraiment cool, qui est pétillante, qui est fraîche et qui nous change un petit peu quoi, de ce que l'on voit d'habitude dans les publications. Voilà, c'est ce que je pouvais vous dire sur ce Supergirl. Je vous ferai presque bien sur Top Comics, le site, un top avec plein de références, toutes les références des années 60-70. Si j'ai le courage de le faire, peut-être que je le ferai. Je le mettrai en post à ce moment-là sur la chaîne pour vous annoncer le truc. Vraiment, si j'ai le courage. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous trouvez que c'est un album qui vous paraît vraiment trop enfantin, ou bien si, bah, finalement, au feuilletage et avec un peu d'explication, vous dites ah ouais, tiens, en fait, il y a des trucs qui sont pas, c'est pas con. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous comptez l'acheter, si vous l'avez acheté, est-ce que ça vous a plu. Voilà, voilà. Sur ce, bah écoutez, à très bientôt. Salut, ciao.